bienvenue dans ce live podcast. Alors le podcast déjà, si tu n'as pas commencé à regarder, on a fait plusieurs épisodes, on est sur maintenant je crois le 58e épisode à peu près sur les 3 dernières semaines. Donc si tu n'as pas commencé à regarder, va voir sur YouTube, c'est Latifad, tu verras exactement la même chose que tu es en train de voir aujourd'hui en live à 14h30 le jeudi 7 décembre 2028 et maintenant que tu es avec nous, je vais pouvoir te présenter 2 personnes que tu connais déjà très bien. Un, c'est ce qu'on appelle le Nostradapump. C'est celui qui est capable d'appeler ses potes à BlackRock et dès qu'il met un petit call pour une crypto, il appelle et il dit c'est bon, pump, pump, pump. Et on l'appelle Ulysse Pump, ici présent. Voilà, merci d'être là. Mettez un 1 dans le chat si vous êtes content d'enfin voir la tête de celui qui vous fait gagner beaucoup d'argent. Mettez-moi que des 1 dans le chat, je veux voir ça à fond. Et je vous présente la deuxième personne la plus importante de ce groupe. Coucou. Ici représentée par La Cuillère. Et il faut le savoir, La Cuillère, c'est son nom de famille. Là, c'est son prénom. Et Cuillère, c'est son nom de famille. Merci à tous d'accueillir avec un 1 partout dans le chat La Cuillère. Et puis, les gars, on va commencer. Là, dans ce live, en fait, on va pas forcément parler que de crypto. Parce que, voilà, vous voyez les vidéos, vous voyez les commentaires, vous voyez le chat, vous voyez les annonces, vous voyez tout ce qu'il faut pour la crypto. Mais au-delà de gagner de l'argent, on va essayer plutôt de parler du succès interne, c'est-à-dire le succès en tant que personne et au-delà de l'argent, dans le cerveau. Donc, il y a plusieurs façons de faire et les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, on va avoir avec vous directement le chat ici. J'ai le chat dans cette tablette-là. Donc, parfois, je vous poserai des questions et vous répondrez. Ou sinon, vous participez avec des 1, comme je suis en train de voir des 1 partout dans le chat, là. Et le premier thème qu'on va aborder, c'est un petit thème, on s'était dit, rendez-vous dans 10 ans, non, on s'était dit directement, on va commencer par ça, par une question qui est, quelle est l'histoire la plus folle que tu aies pu vivre à l'intérieur de ta tête? Quelle est l'histoire la plus folle que tu aies pu vivre à l'intérieur de ta vie? Et j'en ai plusieurs à vous raconter, une qui est en rapport avec la crypto et une qui est juste une expérience personnelle qui a été une expérience personnelle incroyable pour moi. Mais Pump, est-ce que tu veux donner ton histoire la plus folle que tu aies vécue? Alors moi, la plus folle que j'ai vécue, franchement, je sais pas si je peux le raconter ici. Donc c'est ça. Non, les plus folles, je pense pas que je peux les raconter. C'est genre je me suis fait courser par des gitans avec un fusil ou un propriétaire d'un cochon, d'un facochère dans ma résidence. Qui me coursait avec son facochère. Ah, et tu l'as bouffé le facochère? Non. T'as pas mangé le facochère? Non, des trucs comme ça, ou des bastons, des conneries. Bref. Il y en a une que tu peux raconter peut-être? Une où tu te dis, ça, ce genre d'histoire, elle est incroyable. Fou. Ouais. Bah, c'est clairement, c'est une bagarre. Après, ça n'a rien à voir avec le truc, mais c'est une bagarre. En gros, pour faire bref, quand j'étais plus jeune, je me battais un petit peu et en gros, pour faire très très court, il y a 3 mecs qui viennent m'embrouiller à la fin d'une soirée où j'ai un peu bu. Ouais. Et en fait, ils viennent m'embrouiller parce qu'il y a un mec qui était leur pote et je m'étais déjà tapé avec lui il y a longtemps. Et pendant 1 heure, je discute avec eux et j'essaie de les calmer, leur dire non les gars, je veux pas me battre, je suis un peu bourré, machin, s'il vous plaît, arrêtez, nan. Et pendant franchement 1 heure, je suis hyper gentil. Ouais. Et du coup, il y a plein de gens qui passent et qui voient en fait 3 mecs en train d'embrouiller un seul mec tout seul qui rentre chez lui. Et ça a fini que le mec, je l'ai pris, je l'ai savaté, je l'ai tiré par terre, et je l'ai démonté quoi, devant ses potes. Il y a un autre qui est arrivé, je l'ai démonté aussi. Et je me rappelle, le lendemain au lycée, il y avait la racaille du lycée qui vient me voir et qui fait Roya, bravo. Hein. Il me fait t'es un fou, hein, je sais pas ce que t'as tout. Ils étaient choqués de ça. Bon, c'est un peu, voilà. Mais je suis pas fier, mais voilà, un peu un retournement de situation sur une bagarre. Mais sinon, une anecdote c'est pas la plus extraordinaire, mais assez drôle. Récemment, j'ai eu ma mère, donc là, il y a le marché haussier du Bull Run. J'ai eu le marché haussier du Bull Run. Et qui m'envoie, donc elle sait un peu ce que je fais dans la vie, mais elle sait pas, voilà, tout. Elle m'envoie. J'assiste demain donc ma mère a plus de 70 ans. J'assiste demain à une conférence sur le Bitcoin. Qu'est-ce que tu en penses? Et elle m'envoie le mail. Et sur le mail, il y a écrit de 1 000 euros à multimillionnaire. Je sais pas c'est quoi son nom, je sais plus. On dit n'importe quoi. Théodore va vous raconter son histoire. Et en gros, le mec, il fait que un speech pour limite les personnes âgées. Il fait un speech pour rassurer les personnes âgées d'investir.
Et il dit qu'il est passé de 1000 € à multimillionnaire sur le Bitcoin. Et je vois ça, j'envoie à ma mère. Je dis, mais c'est une arnaque. Bah, bien sûr. Et je dis, c'est une putain d'arnaque. Je dis, non, je suis dedans. On est numéro 1 en France. S'il y en a un qui fait du pognon, je le connais. Ouais, c'est clair. S'il y en a un qui fait des mails, je le connais obligé. C'est Sinon, il est sous terre et je le connais pas. Ouais. Et donc, j'étais mort de rire, quoi. Et après, 2 jours après, elle me dit, la conférence était intéressante. Mais c'est vrai qu'il cherchait à rassurer les gens. J'ai dit, c'est fou parce que la naïveté, bon après c'est voilà, personne âgée quand même, soit plus de 70 ans, mais la naïveté des gens en crypto me fascine. Me fascine. C'est-à-dire que les gens, peu importe le cycle, la psychologie humaine reste la même. Que ce soit la cupidité, la naïveté, les défauts humains restent les mêmes en crypto. Ça me fascine totalement. Ça, c'est un truc que je vois assez régulièrement parce que tu sais, j'ai plein de faux comptes. Et si vous regardez cette vidéo et que vous êtes déjà fait contacter par les faux comptes, c'est un faux compte. Ça sert à rien d'essayer de m'envoyer de l'argent ou des conneries comme ça. Je fais pas de copy trading, je fais pas de trucs comme ça. C'est un faux compte. Et les mecs, pendant longtemps, je me suis dit, mais de toute façon, il y a personne qui est suffisamment naïf pour tomber dedans. Et putain, mais tous les jours, j'en ai qui tombent dedans, qui m'envoient des messages, ils tombent dedans, ils tombent dans le panneau. S'il vous plaît, les gars, je sais que ça a l'air simple comme ça, et je sais que vous voulez croire, avoir l'espoir de donner de l'argent et qu'il y en ait des millions en échange, mais ce serait bien de le mériter, cet argent. Et si vous êtes capable vous-même de pêcher, c'est marrant, mais le poisson, il vient continuellement à l'intérieur de votre bateau. Donc c'est bien de le construire soi-même, ce genre de compétence, d'être capable de pêcher soi-même. Et pour une histoire en rapport avec la crypto, pour le coup, qui est assez marrante, j'ai mon grand-père. Mon grand-père, tu le vois souvent en story, normalement, tu as même vu peut-être des vidéos avec lui. Mon grand-père, il a 80 ans. Donc je gère un portefeuille pour lui avec de la crypto à l'intérieur. Et en fait, je ne gère pas vraiment pour lui, mais je lui dis à peu près quoi faire avec ce portefeuille-là. Et fin juillet, genre 25 juillet, un truc comme ça, il m'envoie un mail. Mais tu sais, les vieux, ils reçoivent la même chose que ta mère. Ils reçoivent des mails, mais c'est des mails, ça fait peur. Tu as l'impression que c'est des arnaques. On dirait que c'est que des arnaques. Il reçoit un mail d'une crypto. Et le mec, il lui dit, dans le mail, cette crypto-là, elle a fait x20 sur les 7 derniers jours. C'est le nouveau Shiba. Et je vois que ça dans le mail. Sur Yahoo News. Sur presque Yahoo News. Et je vois que ça. Et je lui dis, mais papy, laisse tomber, mets pas ton argent là-dedans, ça sert à rien, c'est une arnaque cette histoire. Et il me dit, t'es sûr? Je lui dis, gros. Je lui dis, papy, s'il y avait un nouveau Shiba comme ça, en fait, s'il y a une bonne crypto, c'est pas du tout comme ça qu'elle allait amener. S'il y a une crypto avec beaucoup de potentiel, tu commences pas en disant c'est le nouveau Shiba. C'est saut 2021 de faire des trucs comme ça. C'est pas sur Le Figaro ou Yahoo News, quoi. Et puis en plus, qui sait si c'est le nouveau Shiba ou pas. Bien sûr. Vois. Parce que si, au moment où tu as mis ton argent sur le Shiba, au moment où il a fait son premier x10, tu disais c'est le nouveau Dogecoin, non, c'est pas possible. C'est au bout d'un moment, quand il a 100 millions ou 200 millions de market cap, que tu dis c'est peut-être le nouveau Dogecoin ou c'est peut-être le nouveau Shiba. Enfin bref, au moment où il m'envoie ce mail, la crypto en question, elle était à 6 centimes. Et je me dis, c'est des arnaques, laisse tomber, je ne vais même pas aller chercher plus loin ni rien. Et pas plus tard que début octobre, je vois cette crypto. Et elle était à 2$. 2,20$. Donc elle est passée de 6 centimes à 2,20$. Et cette crypto, en fait, elle s'appelait Dubs. Et j'ai fait une vidéo dessus, d'ailleurs, au moment où j'ai commencé à en prendre sur le taureau tranquille. x80, quoi, quasiment. x80 quasiment. Et elle s'appelle Dubs. Et du coup, je fais une vidéo ensuite qui parle de Dubs. Il n'y a pas mon papy qui m'envoie un message. Et il me fait... Alors, t'as vu, je t'avais parlé du Dubs. Je t'avais dit quoi? Maintenant, tu vois bien, il est plus haut et tout. J'ai dit, papy, c'est bon, t'as eu de la chance. C'est bon, t'as gagné. T'as gagné, papy. Qu'est-ce que tu veux à Noël? Et ça, putain, mon papy qui me flexe sur la gueule comme ça, avec un choix crypto, ça me fait mourir de rire. C'est incroyable. Ah ouais. Et pour une histoire un peu plus chiante, qui est moins crypto, mais qui est plus... terre à terre, dans le sens où toi aussi tu peux vivre ce genre d'histoire assez facilement, mais c'est une de mes histoires les plus folles. Et quand je pense à une histoire folle où pour le coup j'ai frôlé la mort, c'est cette histoire-là que je pense. C'était avec ma copine, je suis parti vivre quelques mois à Prague. Quand j'étais en 2020, je suis parti vivre quelques mois à Prague parce que je voulais développer des business, je voulais continuer à gagner de l'argent, je voulais vraiment passer au niveau supérieur. Et dans toutes les histoires, que ce soit Le Seigneur des Anneaux ou Maman, j'ai raté l'avion, c'est assez marrant, mais ça commence toujours par un changement d'environnement. Toutes les histoires d'Hollywood et toutes les grandes histoires, ça commence par un changement d'environnement. Tu prends un gars qui vit une vie normale,
et d'un coup, tu le fais passer ailleurs. Donc Frodon, il était dans la comté, et d'un coup, il y a Gandalf qui arrive et qui lui dit « Tu dois quitter la comté ». Et bien moi, je me suis dit « J'ai envie de vivre ma propre histoire, et ça va devoir passer par un déménagement ». Donc j'ai quitté la comté qui était Limoges, et je suis allé dans un pays où c'était encore à moitié Covid, donc j'avais pas trop d'options, et j'ai dit « Je vais partir à Prague ». Je n'étais jamais allé à Prague de ma vie. Quand je suis arrivé le matin même, quand je suis arrivé le soir même, à la coloc, là où j'étais, je savais même pas quel langage ils parlaient, les mecs. Je savais pas, je pensais qu'ils parlaient russe. En République tchèque, je pensais qu'ils parlaient russe, les gars. Et je pensais qu'ils avaient l'euro. Mais ils parlaient ni russe et ils n'avaient pas non plus l'euro. Moi, je croyais qu'ils parlaient russe quand on était à Prague. Hein. Ben oui, d'accord. Parce qu'il faut savoir que l'année dernière, on a fait le Nouvel An avec Pump à Prague et les mecs, ils parlent ni russe et ils avaient non plus pas l'euro. Donc je suis arrivé là-bas, j'avais aucune idée de où je me lançais ni rien. Et il y a un gars que j'ai rencontré là-bas qui s'appelle Lucas pour le coup. Et le gars, il était fan de Wim Hof, il était fan de tout ce qui était développement personnel, etc. Et on a un peu matché, lui et moi. Et au mois de janvier, décembre-janvier, quand j'ai fait mon premier Nouvel An là-bas en 2020, ma copine, elle est venue. Et avec ce gars-là, on a décidé de prendre une tangente. On a dit, ben voilà, on va le faire. On va aller passer 10 minutes dans l'eau froide. Et on a décidé, comme lui c'est un local, il connaît bien l'endroit, il connaît bien Prague, et il nous a amenés dans une rivière où déjà, t'es le 4 janvier, donc à Prague le 4 janvier, il fait vraiment pas chaud, il fait très très froid, même il faisait négatif, et on devait marcher 2 km pour aller dans cette rivière. Donc tu gares la voiture, qui était une petite polo de merde là, tu gares la voiture, tu vas marcher 2 km, il était genre 18h, donc il fait pleine nuit et il fait très très froid. Tu marches 2 km jusqu'au truc là et tu te mets dans la rivière. Il y a la rivière, t'es comme ça, t'es comme sur une berge où il n'y a même pas de plage ni rien. C'est juste, t'es comme tu vas voir la rivière à côté de chez toi, il y a une berge et tu décides d'entrer dans la rivière. Donc le mec, on se met torse nu, on se met en caleçon. Il nous fait faire assis par terre, hein, le truc de Wim Hof là, où on se prépare pendant, allez, je sais pas, 2 ou 3 minutes avec Wim Hof. C'est la respiration. Ouais. Pour pas avoir froid quand t'es dans l'eau, c'est ça? T'as froid quand même, mais disons que t'es plus préparé, quoi. D'accord. Et tu fais des inspirations, genre... Ouais. Comme ça. Je vois ce que c'est. Et on fait assis en mode tailleur méditation avec ma copine et avec lui. Et après, on part dans l'eau. Mais avant de partir dans l'eau, moi, je dis, on fait 10 minutes. Et lui, il dit, on fait 10 minutes 45. Je lui dis, on n'a qu'à faire 11 minutes. La surenchère, à chaque fois. La surenchère. Horrible. Et pour aller dans l'eau, comme c'était une berge et que c'était pas une plage ni rien, il faut aller un peu plus loin. T'avais pas directement, t'avais un petit peu pied, on va dire. Donc il fallait aller un peu plus loin pour être vraiment dans l'eau. Donc t'es dans l'eau comme ça, avec de l'eau jusque là. T'as un courant, c'est pas juste de l'eau stagnante, donc t'as un courant. Et leur rivière, elle s'appelle le Valgala ou je sais pas quoi là. L'eau, normalement, l'eau, elle n'a pas le droit d'être en dessous de 0 degré. Sinon, littéralement, c'est un glaçon. Ah oui, d'accord. Sinon, littéralement, c'est un glaçon. Mais avec le courant, l'eau peut descendre en dessous de 0 degré. Donc là, on ne sait pas évidemment à combien elle était, mais t'inquiète pas qu'elle était entre 0 et 4. Ok, très froide. Donc, on y va dedans. On reste longtemps. Et en fait, le problème, c'est que le seul chronomètre qu'on avait, c'était mon téléphone. Mais le téléphone était sur la berge. Bah oui. Et j'avais pas mis de son, quasiment pas de son, il y avait que ça de son. Donc on reste, mais on commence à vraiment avoir froid. En fait, au début, le bain froid, c'est l'inverse de la muscu. La muscu, plus tu arrives à la fin, plus tu fais les reps et plus c'est difficile. Le bain froid, c'est un peu différent parce que tu meurs au début. Non, tu meurs à la fin, mais au début, tu es très vivant. Donc, tu as 2 ou 3 minutes très difficiles où ça fait très très mal, que ce soit les extrémités des doigts, les extrémités des pieds. Et au fur et à mesure, en fait, ça t'endort jusqu'à ce que tu fermes les yeux et que tu meurs, en fait. Donc, c'est très, très dur les 2 premières minutes. Et ensuite, c'est de plus en plus... C'est relaxant, limite. Voilà, c'est limite relaxant. Okay. Mais sauf que c'est un poison un peu. Ça t'endort et ça te tue en même temps. Donc, au bout d'un moment, on finit par entendre le téléphone qui sonne. On sort, je regarde 11 minutes 45. Donc, c'était... voilà, quoi, ça commençait à faire longtemps. Et tu sors de là, parce que tu as 2 km pour venir jusqu'à la voiture. Et tu sors de l'eau froide, mais il fait quand même hyper froid, il fait quand même négatif dehors. Donc au début tu sors, t'es un peu chaud, sauf que tu dois mettre tes chaussettes, tu dois mettre tes chaussures. T'as des pieds,
T'as les mains, les mains et les pieds, c'est comme le pied de Brice de Nice, là. Le gars du pied de Brice de Nice qui lui dit comment tu fais pour mettre des tongs. Et c'était exactement le même sentiment. Tu as juste un point à la place du pied. Il faut que tu mettes ta chaussette. Tu peux pas mettre ta chaussette facilement. Fou. Tu mets pas tes chaussures facilement. Tu mets pas ton pantalon facilement. Tu mets pas tes vêtements facilement. Et tu vas faire en hypothermie. Enfin, t'étais. Et hypothermie de dingue. Et tu dois revenir jusqu'à la voiture qui est à 2 km. Sauf que il fait 0 dehors. On est arrivé à la voiture. Je regarde le compteur. Il restait 20 km d'autonomie sur genre en termes de plein d'essence. Je vois écrit 20 km. Je fais mais gros. Ton chauffage, on va crever là. Genre, ta voiture, elle va nous chauffer, mais il va plus y avoir d'essence, on va crever dans la voiture. Donc on enlève le chauffage. Donc on garde le chauffage, mais en fait, au fur et à mesure, c'est plus du tout pareil. Où genre, tu prends une douche froide, tu sors de la douche, c'est bon, tu te réchauffes au fur et à mesure. Mais là, tu es tellement froid, tu te réchauffes par vagues, et tu sens les vagues de chaleur rentrer en toi comme ça, à l'intérieur de ton corps. Tu sens les vagues. Et au bout de 20 minutes, on a fini par être un peu plus normal. J'ai claqué des dents, mais pendant je sais pas combien de temps, le temps que ça chauffe, etc. Et c'est là où je me suis dit, putain, on serait resté genre 2 minutes de plus. Il y a des chances qu'on serait dead. Hein. Ah ouais. Et là, je me suis dit, waouh, ça, c'est, on a failli mourir. Et tous les trois, ce gars-là, on l'a revu du coup pour Noël à Prague. Et ce gars-là, maintenant, on a un lien, lui et moi. On en parlait dans le dernier podcast de bisutage. Ça, c'est le genre de bisutage où tu crées un lien avec un gars, où tu crées un lien même avec ta copine, qui est unique. Tu peux jamais refaire quand tu frôles la mort avec quelqu'un. Un lien incroyable. Ça arrive pas souvent, j'ose espérer. Ça n'arrive heureusement pas souvent. Mais c'est fou, ouais. Et ça, c'est parce qu'en plus, tu t'es pas rendu compte sur le moment. Tu te rends pas forcément compte que tu es en train de mourir. Parce que t'étais bien, en fait. Ouais, c'est un peu ça. T'es bien. Ça t'a tellement endormi que. C'est ça t'endort. Et puis l'autre, en plus, t'as oublié de dire, mais il disait 11 minutes. 15 secondes de plus, et toi t'as renchéri. Ouais, c'est ça, on a failli y passer comme des cons. C'était un blackjack. Incroyable. Le pari débile un peu. Est-ce que tu as une petite histoire un peu incroyable comme ça des histoires où je suis passé pas loin. Ouais, j'en ai. Mais on va pas partir là-dessus. J'en ai une en tête. Alors je vais pas donner de nom ni de lieu. Et je ne vais pas donner trop de détails non plus, parce que ça fait partie de mon passé militaire. Et il faut savoir que la cuillère était militaire, il a fait des missions dans les pays d'Afrique, etc. Donc forcément, il y a un secret militaire derrière. Quoi. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément tout dire, des choses qui n'ont pas été rendues officielles, ou que vaut mieux pas que les officiers le sachent. Ok. Parce qu'on a fait des dingueries quand même. Et une fois comme ça en mission... Donc c'était au Mali, très clairement, et on était parti avec un collègue, même promo, super proche, et on part sur un camp français un petit peu retranché, où tu avais peut-être 50, 60 soldats dessus. Sauf que nous, quand on arrive sur ce camp-là, les mecs nous voient, mais non, mais là on part en mission, les gars, il reste 3 personnes sur le camp. Alors on se regarde, mais attends, c'est quoi la communication, les ordres, les machins? On se dit, bon, ok, ça commence. Donc, à l'armée, on a le souci du compte-rendu, tu vois. On rencontre, on fait nos histoires. Ils nous disent, non, c'est très bien, vous allez rester avec les gars pour tenir le camp. Donc, monter la garde sur le camp pendant 2 jours. Là, ça démarre. On se dit, bon, on va monter la garde. Le soir même, en plein milieu du camp, on avait un mirador. Le mirador, tu montes, quoi. Et on avait un mec avec nous, un dégénéré. Mais quand je vous dis un dégénéré, c'est le mec... Il était fou, ça se voyait. Mais vraiment, ça se voyait. Est-ce que tu veux dire comme lui, là? Non, Ulysse est un enfant de cœur à côté. J'ai fait ma profession de foi. Alors, pour la petite anecdote, le camp où on était, c'était soit du béret vert, soit du béret rouge. C'est quoi la différence? Qu'est-ce que c'est? Béret vert, c'est la Légion. Ah oui, d'accord. Ou du force spécial. Et béret rouge, c'est ce que nous, on appelle les tagadas, c'est les parachutistes. Les tagadas. C'est les fous aussi. Ouais, ils sont un peu dégénérés. T'étais entouré de gens sérieux. Est-ce que tu te jetterais d'un avion? Moi, oui, mais toi est-ce que tu te jetterais dans l'avion? J'ai mal de l'air. Moi, oui, mais j'en ferais pas mon métier. Quoi. Voilà. Et ce mec-là nous dit, de toute façon, il y a moyen qu'on se fasse ticker. Donc, ticker, ça veut dire attaquer dans la nuit, puisqu'on est dans une zone un peu sensible en ce moment. Mais non, mais les mecs, ils arrivent à un endroit et ils se disent, ce soir, on va se faire attaquer. C'est le boulot, à la Kalachnikov. C'est le boulot du militaire, malheureusement. C'est un truc de fou, ça. Et puis, ça met un peu d'action. Ça tient éveillé, quoi. Ça tient éveillé. Et en effet, le soir même, on s'est fait ticker. Moi, j'étais avec mon pote en haut du Mirador, tranquille. Mais ticket, c'est quoi? Ticket attaqué.
Mais attaquer comment? C'est Bah, pas une araignée, elle te saute pas sur la main. Comment ça? Non, tu te fais attaquer, ça fait boum. Mais et comment puis on t'attaque Comment tu sais que t'es attaqué? Il y a des mecs qui arrivent en calache, salut les gars, ouais, ou il y a un boom, une explosion? Ça dépend. Là, c'était vraiment une attaque. Je pense pas que c'était très ciblé. Les mecs sont arrivés, ils ont dû mettre quelques rafales. Ils ont mis des rafales de kalash ou... Voilà, c'est principalement de la car. Ouais. Principalement, c'est de la car. Juste comme ça, pour le temps. kiff, quoi. Voilà, c'est ça. Sauf que nous, on a le dégénéré en bas. Et lui, il avait un peu ce qu'on appelle ses CATI, donc ses permis de port d'armes, permis de tir. Il avait son sniper barrette. Non, lui, il avait un LRAC, un lance-roquette anti-char. Mais de quoi? Il est sorti. Je suis dans un podcast ou je suis dans GTA? J'ai pas compris. Mais là, on n'est pas loin. On parlait de GTA 6 il y a pas longtemps. Le mec, R2. le mec est sorti en calbar avec son LRAC sous le bras, comme ça. Il a monté les escaliers du Mirador. Alors vous êtes où? Il a tiré. Ouais. Il a tiré, mais je pense très loin de là où c'était. Puis il est redescendu. Il s'est fait un kiff. Le mec a attendu ce moment Il toute sa vie. voulait, mais il nous l'a dit le lendemain. Alors là, il nous s'il y en l'a a un dit qui le me tire lendemain. dessus, je sors. Je voulais tirer ma putain de Voilà. roquette. Voilà pourquoi il s'est engagé à l'armée. On s'est regardé. Non mais on s'est regardé avec mon pote Mozet. Lui, je peux lui dire, Mozet, c'est un pseudo à lui. Et on a fait. On repart quand, nous, déjà, là? On va peut-être rester avec lui, il est un peu cinglé. Ouais, donc ça, c'est voilà, une petite histoire un peu sympa. Okay. Où on s'est fait tirer dessus, mais bon, on a vu ce que ça pouvait donner. Ok. C'est sympa. C'est très rigolo. Là, on a fait cette partie histoire, mais là, les gars, maintenant, on va pas vous demander, évidemment, de nous raconter votre histoire la plus ouf, parce que ça, il y en a pour une éternité à lire et ça va être chiant pour tout le monde. Donc, on va juste faire en sorte qu'on va vous partager quelque chose. Si vous n'avez pas encore regardé les autres podcasts, vous pouvez aller les regarder parce que c'est un thème assez récurrent. Et il y a une question que moi, je me pose assez régulièrement et que je me posais assez régulièrement quand j'ai commencé un petit peu mon voyage de liberté financière, de belle vie, de développement personnel et tous ces trucs-là. Il y a une question que je me posais bien souvent et que je me pose encore tous les jours, c'est comment on fait pour vivre une belle vie? Donc, pour vivre une belle vie, c'est assez marrant parce que c'est des tâches au quotidien. Il y a un mec qui s'appelle Jordan Peterson qui dit si tu fais quelque chose tous les jours, c'est que c'est quelque chose d'important. Donc, il y a des choses qui sont très importantes que tu fais tous les jours, comme te lever en forme ou te lever pas en forme, comme tu fumais ou comme boire du café. Ça, c'est des trucs importants si tu les fais tous les jours. Et je pense que se poser la question comment vivre une belle vie avec 2 ou 3 questions ou 2 ou 3 choses au quotidien, ça fait en sorte que tu vives une belle vie. Parce que si tu passes une belle journée, tu passes une belle semaine, tu passes un beau mois, et si tu passes un beau mois, tu passes une belle année, et si tu passes une belle année, tu passes une belle vie. Donc je pense qu'il y a 2-3 actions que je vais vous partager aujourd'hui pour vivre une belle vie, qui est au-delà de la liberté financière, au-delà de la liberté tout court, juste vivre une belle vie. Donc j'ai l'habitude de le dire, vous me l'avez peut-être déjà vu en story, je pense que c'est important pour chacun de faire chaque jour des actions qui les rendent savants, qui les rendent prospères et qui les rendent résilients. Donc, comment on fait pour être savant? Comment on fait pour être prospère? Comment on fait pour être résilient? Des activités pour vivre une belle vie, 2 ou 3 choses par jour. Alors, la première chose que tu peux faire si tu veux devenir savant tous les jours, c'est-à-dire vivre une belle vie et être savant tous les jours, c'est lire des livres. Alors, ça, c'est des phrases ou des livres dont je parle assez régulièrement, mais si tu n'as pas encore vu, tu vas pouvoir voir encore aujourd'hui. Un des livres que je recommande tout le temps, il s'appelle « Comment se faire des amis » par Dale Carnegie. Si tu lis ce livre, je te passe une petite anecdote. Ce livre-là, il y a mon petit frère qui a 14 ou 15, il est né en 2009, donc il va avoir 15 ans l'année prochaine, il a 14 ans cette année. Il va avoir, et ça fait 2 ans, qu'il a ce livre chaque année de Noël. Chaque Noël, il a Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Alors, je lui prends une couverture différente à chaque fois, évidemment. Et pour ce Noël-là, je lui prendrai une couverture encore différente. C'est avec la 3e fois qu'il reçoit ce cadeau en livre. Et je lui ai dit, écoute, tant que tu m'as pas récité par cœur toutes les lois qu'il y a à l'intérieur de ce livre, tant que tu ne me les as pas récitées par cœur, tu auras ce cadeau-là à tous les Noëls. Et ça lui fout la haine parce qu'il sait le type de cadeau que je peux lui offrir et il sait un petit peu le budget que je peux lui offrir comme cadeau. Et je lui ai dit, c'est simple, tu as juste à toutes les connaître par cœur, à me les réciter par cœur. Et à ce moment-là, tu auras le cadeau que tu veux. Tu auras un autre cadeau, et sinon, tous les Noëls, tu auras ce livre en cadeau. Donc ça, c'est un truc, je pense que si tu veux vivre une belle vie, avoir ce livre-là et connaître toutes les lois par cœur, dans le sens où tu peux les répéter comme ça, sans aucun problème,
toutes les lois par cœur, ça, c'est une belle façon d'être savant et de vivre une belle vie. Si tu commences par ça, déjà, tu peux... ta vie sera beaucoup plus belle, beaucoup plus simple. Donc ça, c'est la première activité que tu peux faire. Deuxième activité, c'est pour te rendre prospère. Et ça, c'est un truc très, très simple aussi. Tu as juste à faire ce que tu dis que tu vas faire. Donc, il y a des activités que tu peux faire tous les jours pour te faire gagner plus d'argent. Tous les jours, faire une activité qui te fait gagner plus d'argent. Donc, ça peut être lire un livre sur le business. Ça peut être envoyer des messages à des personnes. M'envoie pas des messages parce que j'en ai 250 par jour. Donc, pas à moi forcément, mais à d'autres personnes. Ça peut être appeler si tu veux faire du closing ou je sais pas quoi. Ça peut être faire des vidéos. Ça peut être aller travailler peut-être à l'usine ou travailler un peu plus, 1 heure de plus ou 2 heures de plus. Mais tous les jours, faire une activité qui te rapporte plus d'argent, soit le jour même, soit plus tard, dans une semaine, dans un mois, dans un an. Si tu fais ça tous les jours, au bout d'un moment, ça devient un automatisme, ça devient une habitude. Et gagner de l'argent, pour toi, c'est même plus un problème. Parce que tu vas faire ça au début, tu vas peut-être gagner 10 euros, tu vas peut-être gagner 100 euros après une semaine, mais au bout d'un an, tu feras même plus l'effort pour 10 euros, pour 100 euros, ce sera juste à gagner 1000 euros dans la journée. Donc ça, première chose, lire un livre, Dale Carnegie, les 40 lois, il y en a 40 ou 50, les 40 lois par cœur. Deuxième, faire une activité tous les jours qui te fait gagner de l'argent. Et troisième, être résilient. Là, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça à faire... je voulais m'entraîner pour le marathon ou je sais pas quoi. Et au final, j'ai trouvé ça trop simple. Donc j'ai dit, je vais pas faire un marathon, je vais faire plus. Et je suis allé courir du coup 50 km. Et ça, ce genre d'activité qui te rend résilient. Juste 15 secondes de plus. Voilà, juste 15 secondes de plus. Faire une activité tous les jours qui te rend résilient, ça peut être courir, ça peut être faire des pompées de traction. Moi, j'adore l'exemple des 20 000 pompées de traction. Et si tu me regardes le 24 décembre, non, ce sera le 25 ou le 24, ce sera le 24 décembre, j'ai ma traditionnelle pompée de traction du réveillon, qui est, je vais faire mes 1000 pompées de traction, je les ferai en live sur Insta si tu veux. 1000 pompées de traction du réveillon, c'est ma tradition. Donc ça, c'est le genre d'activité qui te rend résilient. Alors, toi, Pump, est-ce que tu peux me donner peut-être 2 ou 3 trucs ou 2 ou 3 choses qui feraient en sorte sur vivre une belle vie? Comment vivre une belle vie? Oui, bien sûr. Déjà, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, et ce que je vous invite à tous faire, c'est vous poser des meilleures questions. Quand je dis de vous poser des meilleures questions, c'est que bien souvent, là, les actions que tu cites ou les choses que tu cites sont l'issue de bonnes questions. La plupart des gens se posent les mauvaises questions. Ils sont souvent dans des questionnements qui sont dirigés vers problème et pas solution. Quand vous allez vous poser des questions qui vont anticiper ou qui vont être dans la bonne direction, naturellement, vous allez avoir les bonnes réponses. J'ai tendance aussi à dire que les gens de faible conscience ou même les pauvres réagissent, alors que les gens qui vont justement mener une belle vie anticipent. Et ils vont justement anticiper en se posant des questions comme comment se faire des amis, avoir des questions sur comment mener une belle vie. Et cette question, peut-être que vous ne l'êtes jamais posée. C'est pour ça que vous n'avez pas les réponses. Pas parce que vous êtes bête, parce que vous dirigez votre attention sur... Alors, quel youtubeur a sorti sa vidéo aujourd'hui? Oh là là, c'est les pires, c'est les pires. Non, mais si vous vous laissez amener par le courant de l'attention du monde et non pas par votre propre courant et vos propres questions qui vous amèneraient vers votre propre courant personnel. Moi, les choses pour mener une belle vie, déjà, être dans un équilibre entre bien et mal. Alors, ça c'est lourd en disant ça, bien et mal, même quand je m'entends, je me dis c'est lourd, mais c'est la vérité, c'est-à-dire une acceptation de soi qui soit entre, on pourrait dire les défauts et les qualités, mais qui pourrait être juste entre je ne cherche pas à être totalement parfait, parce que ça n'arrivera pas. Votre corps va changer. Vous pouvez faire 1000 abdos et 1000 pompes par jour. À 70 ans, votre corps va changer. Et il change d'ailleurs chaque seconde, comme la table. Vos pensées vont changer. Ce que vous pensez aujourd'hui, il va changer dans 1 an, il changera dans 2 ans, il changera dans 3 ans. Donc, comprendre que la perfection n'est pas le but, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, comprendre aussi que à l'intérieur de soi, nos pires démons nous sont utiles et nous montrent des choses. Par exemple, une dépression nous montre des choses. Même certaines maladies peuvent nous montrer des choses sur notre psyché ou sur nous-mêmes. Donc, il y a toute une part de noir chez les autres ou chez soi qu'on peut utiliser. Donc, c'est ce juste milieu qui, moi, me permet de naviguer dans la vie, dans l'acceptation de moi-même. Quand je dis l'acceptation de moi-même, c'est à un moment donné de dire « Ok, j'ai pas besoin d'être au bout. J'ai pas besoin d'être à ce niveau-là
physique, j'ai pas besoin d'être à ce niveau-là. Mental, j'ai pas besoin d'être à ce niveau-là. Les richesses de relations pour avancer ou faire ce que j'ai envie de faire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est aussi un juste équilibre entre, je dirais, les relations personnelles et la relation à soi-même. Voilà. C'est-à-dire, si on passe que du temps pour les autres ou si on passe que du temps pour soi, c'est déséquilibré. Si on passe que du temps pour les autres, on cherchera chez les autres ce que l'on ne s'apporte pas. Et si on passe que du temps pour soi, on sera très frustré que les autres, on sera très frustré dans leur rapport avec les autres. Donc, je dirais que c'est un équilibre. S'il y a une action concrète qu'on pourrait mener, bah moi, je dirais déjà, la première chose, ça se joue dans les 2 premières heures au réveil. Alors, je ne l'applique plus aujourd'hui parce que je ne suis pas dans cette recherche-là, mais quand je l'étais, voilà, les 2 premières heures au réveil, la première chose que je faisais, je prenais ma douche, bien évidemment, etc. Et je me posais 10 minutes et j'allais écrire déjà 3 choses dans lesquelles je suis très, très reconnaissant de ce que j'ai vécu hier. Alors, ça peut être une chose basique, mais vous n'avez pas idée du pouvoir de la gratitude et de la reconnaissance. Quand vous êtes dans la gratitude, la reconnaissance mentale, vous ne pouvez pas être en colère, vous ne pouvez pas être mal, vous ne pouvez pas démarrer votre journée mal. C'est des émotions qui s'opposent frontalement. Donc j'essaie de me rappeler, par exemple, je sais pas, quelqu'un que j'ai croisé dans la rue qui est sympathique, qui m'a fait un sourire, ou même même quelqu'un que je ne connais pas. Parce que ça aussi, c'est fou. On est dans quelqu'un que j'ai vu sur YouTube, quelqu'un que j'ai vu ou j'ai lu un livre. On ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de gens, leurs vrais amis, si on doit appeler amis, c'est les gens qui sont sur YouTube. Ouais. Ils vont passer plus d'heures à regarder des YouTubeurs, Instagram, des TikTokers, des livres, que voir leurs vrais amis. Donc leurs vraies relations, ce sont ces gens-là. Ou en tout cas, une partie de leurs relations, même s'ils ne connaissent pas du tout ces personnes. Parce qu'ils se remplissent de ça. Et c'est là où tu trouveras tes mentors. Tu vois. Moi, je reçois quelques messages de temps en temps qui me disent: est-ce que tu veux pas me mentorer, Ulysse? Est-ce que tu veux pas faire ci pour moi, blablabla. Je travaillerai pour toi gratuitement. Ça, j'aime bien les mecs qui m'envoient ça. Mais gratuit, c'est trop cher. Gratuit, c'est trop cher. Tu veux travailler pour moi gratuitement et tu veux que je t'apprenne. Mais gros, tu crois que j'ai le temps sérieux de me poser pendant 1 ou 2 heures par jour à essayer de te faire comprendre des trucs? Moi, tout ce que j'ai appris, je les ai appris avec des mentors. Et les mentors, je les ai trouvés grâce aux vidéos. Tu regarderas les vidéos, tu regarderas les trucs que j'ai pu faire. J'ai créé une page Insta en 2015 qui était focus sur un gars qui s'appelle Gary Vaynerchuk. Où à l'époque, en 2015, j'étais à fond sur lui et j'ai regardé toutes ses vidéos, tous les jours. Et je faisais chier ma copine avec lui. Tous les jours, j'étais un vrai fan de ce gars-là. C'est un Américain qui m'a appris tout ce qui était en rapport avec les réseaux sociaux, avec le marketing, etc. Et ça a été mon mentor, même s'il n'a jamais vu ma gueule. Et combien il y en a des mecs qui ont été mes mentors? Dale Carnegie, le mec, il est mort depuis un moment. Il a été mon mentor, mais il n'a jamais vu ma gueule. Et ça, c'est un truc que tu peux faire facilement avec tout le contenu qu'il y a sur YouTube, tout le contenu qu'il y a sur TikTok ou même sur Insta, ou même le live que tu es en train de regarder aujourd'hui. C'est que des mentorats qui sont gratuits en plus, mais tu as juste à agir et à essayer d'intégrer ce que le mec il est en train de dire en face. Et même le fait d'être au quotidien connecté à ça, le fait d'être connecté soit à des relations, soit des livres, soit des vidéos ou autres, qui sont en lien avec quelque chose de supérieur à soi-même, ça influe. Ça influe. Moi, je t'en parlais dans le podcast qu'on a tourné ce matin, mais moi, je me rappelle au lycée, donc je faisais pas mes devoirs. Hein. Je faisais jamais mes devoirs. Voilà. Je faisais jamais mes devoirs. Ça arrive. Par contre, je passais 3 heures à regarder des conférences. Voilà. Je regardais des conférences de 3 heures, même des conférences de 12 heures. Je regardais des conférences entières. J'adorais, ça m'inspirait énormément. Quand j'ai fini le lycée, parce que j'ai pas eu mon bac, quand j'ai fini le lycée, j'ai pas tout de suite décidé de faire j'étais déjà dans la psychologie, mais j'ai pas fait d'études supérieures ou autres par rapport à ça. Je regardais tous les jours des choses inspirantes. Minimum 1 heure de contenu, et que ce soit des musiques ou des livres audio. Tout ce que j'écoutais, c'était ça. J'écoutais quasiment pas de musique. Les musiques, c'était en soirée. Sinon, chez moi, j'écoutais en anglais des mentors, etc. Et même si je comprenais pas tout, ça m'inspirait. Vous avez besoin d'avoir une inspiration de quelqu'un qui a réussi plus que vous, ou quelqu'un qui a montré la voie à un moment donné. Si vous vous rabaissez, ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Mais si vous êtes dans un environnement où, bien évidemment, vous n'aurez pas d'exemple ou d'inspiration, ça va pas vous mettre dans le même mood, quoi. Si vous écoutez du rap en vous levant le matin, vous allez écouter Nino en vous levant le matin, ou si vous écoutez Tony Robbins, Why is the Why, vous n'allez pas commencer votre même journée, vous comprenez? Et ça, il y a une différence par rapport à ça qui est
énorme. Déjà, mettez dans le chat là si vous voulez qu'on réponde à une de vos questions. On va pouvoir répondre à une de vos questions. Mettez pas les questions crypto pour l'instant, mettez que des questions un peu. Disons que vous avez un problème dans la vie. Disons que vous êtes à une situation aujourd'hui, à l'heure actuelle, à laquelle vous êtes un peu coincé, que ce soit au niveau cérébral ou au niveau peut-être argent, santé, financier. Mettez vos questions. On va y répondre en direct. On va y répondre en direct. Mais pour revenir sur l'histoire de... J'écoutais des conférences pendant des heures et c'est comme ça que j'ai appris avec le mentorat. J'ai une sœur, j'ai plein de sœurs pour le coup, mais j'en ai une où j'ai voulu partager ces trucs-là. J'ai voulu partager des livres, j'ai voulu partager Dale Carnegie et j'ai voulu partager d'autres livres. Et en fait, elle approchait les trucs d'une manière que je ne savais pas que c'était possible. Okay. Elle approchait les choses et les informations qu'il y avait à l'intérieur du livre d'un aspect critique, d'une idée critique. Disons que le mec, il va dire souriez et en gros, vous aurez plus de succès. Ça, c'est un truc où tout le monde peut à peu près être d'accord sur ce genre de choses, sur ce genre de façon de vivre, sur ce genre de préceptes. Et elle va attirer les choses et elle va engager les choses par rapport à ça en disant oui, mais pas forcément. Et ça, c'est un truc que je me suis rendu compte. Il y a des gens qui vivent dans ce monde-là en disant voilà, là, il y a un livre, mais ce qu'il dit à l'intérieur, je ne vais pas le croire. En fait, je vais me dire ah, il a peut-être pas forcément raison et je vais pas le croire et je vais pas arriver dans l'idée de me dire ce qu'il dit c'est vrai. Donc il faut que tu lises le livre en étant une page blanche et en disant tout ce qui est écrit là c'est vrai et je vais juste l'appliquer parce que ce mec là il a l'air d'en savoir plus que moi. Je vais te répondre exactement pareil. Déjà ça pour moi, je parle pas de ta sœur particulier, mais les gens qui font ça sont des très grands sceptiques, c'est-à-dire des sceptiques pour eux-mêmes, des sceptiques de la vie, etc. Par contre, ils vont voter chaque année et ils vont prendre le quadruple dose. Bon, ça c'est mon côté personnel. Mais au-delà de ça, vous avez besoin d'avoir une soumission du mental pour apprendre. Vous avez besoin à un moment donné de vous dire ce que l'autre me donne, même si imaginons que tout soit faux, je vais l'ingurgiter, ensuite je vais l'expérimenter et à ce moment-là, je pourrais le tester et dire si ça me convient ou ça me convient pas. Mais avant ça, vous pouvez pas apprendre quelque chose et être en train de l'apprendre et le juger. Moi, ça me fait penser à une cliente. Quand j'étais donc thérapeute, j'ai fait ça pendant 8 ans. J'avais une cliente. Des fois, je refusais. Après la première consultation, je refusais. J'en avais une qui venait et qui remettait tout en question de ce que je lui disais. Alors, je lui expliquais bien, ça, c'est chiant, ça. bien les choses, etc. Et puis, à un moment donné, je lui dis mais écoutez, vous avez déjà pris l'avion ou pas ? Elle me dit oui, j'ai déjà pris l'avion. Je dis vous savez piloter un avion ? Elle me dit non. Je dis pourtant vous avez pris l'avion et vous avez aucune connaissance en dynamique aérospatiale ou aéronautique, vous n'avez aucune connaissance. Donc vous faites confiance à l'avion. Eh bien il y a besoin quand vous apprenez quelque chose ou quand vous faites quelque chose, il y a besoin à un moment donné de donner votre confiance. Moi mon père me disait souvent la confiance ça ne se mérite pas, c'est un risque que l'on prend. C'est-à-dire à un moment donné il n'y a aucune preuve au monde. Si vous voulez être sceptique, vous serez toujours sceptique. Si vous voulez donner confiance, vous donnez la confiance. Par contre, c'est pas parce que vous faites confiance à un moment donné que vous pouvez pas revenir en arrière et dire ça ne me convient pas. Mais quand vous apprenez, vous avez une posture d'apprentissage, mais pareil en crypto, dans le groupe des gens que je forme, la formation, les gens quand ils commencent à arriver et me dire alors moi j'apprends ça en même temps. Écoute frérot, tais-toi un petit peu. Quand tu auras fait mes résultats, tu viendras me dire ce qui est le mieux. Si tu es dans la formation, tu apprends de A à Z et me parle pas chinois. Fais cette formation. Après, une fois que tu la maîtrises parfaitement, passe au livre suivant, il n'y a pas de souci. Même tu me donnes des tips, je serai le premier. Moi-même, je regarde d'autres choses. Mais tant que tu maîtrises pas le livre, viens pas commencer à me dire je suis en train de faire du hockey, du volleyball, la boxe et du badminton. Non. T'as aimé le badminton, c'est très bien, mais ici, là, t'es à la boxe, donc tu fais la boxe. Tu viendras après. Et ça, cet esprit-là, bien souvent, et il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui ont ça, qui sont cet esprit sceptique de dire voilà, alors ça, je suis pas sûr, etc. Déjà, posez-vous la question, je suis un peu dur, mais posez-vous la question, est-ce que vous avez accompli plus que la personne que vous lisez ? Est-ce que vous avez accompli plus que la personne qui vous donne ce conseil ? Si c'est non, fermez-la, écoutez. Ouais, c'est vrai. 99% des gens qui vont vous critiquer, ce sont des gens qui auront fait moins que vous. Les gens qui ont fait plus que vous, ils vous critiqueront pas. Ils vous donneront des conseils ou ils vont même pas s'attarder. Posez-vous la question. 99% des gens qui vous ont critiqué dans votre vie, c'est des gens qui n'ont pas osé accomplir quoi que ce soit de supérieur à ce que vous avez tenté, pas réussi, tenté. Donc, ayez l'humilité à un moment donné dans la vie de vous dire, voilà, peut-être que lui tente un truc qui me correspond pas, que je sens pas, qui est pas habituel, mais j'écoute. Et une question qu'on vient de recevoir de Tsezlatan, il s'appelle Tsezlatan.
Comment faire venir le réseau à toi? Et c'est peut-être une bonne question pour le coup, parce qu'on en a déjà parlé dans un podcast, mais on va en reparler ici, parce que c'est une question qui tient à cœur à beaucoup de personnes. Comment faire venir le réseau à toi, même quand il ne vient pas alors que tu as agi? Et ça, c'est assez marrant, parce que je vous ai peut-être raconté, vous le savez ou vous le savez peut-être pas, la rencontre que j'ai eue avec Pump, la rencontre que j'ai eue avec Cuillère, parce que c'est littéralement le réseau avec lequel je suis aujourd'hui. Et c'est marrant parce que les deux, ils sont venus un peu différemment, mais ils sont venus grâce à la même façon. Pump, il est venu dans mes DM sur Insta et il a commencé à me dire, ben voilà, achète Bitcoin, 47 002, revends TP1, TP2, SL ici, SL ça. Et pendant 1 semaine, 2 semaines, il m'a fait ça. Et je me disais, mais c'est qui ce bolos? Qu'est-ce qu'il me veut, ce gars, quoi? Il commence à me saouler avec ses messages. Donc, au bout de 2 semaines, je répondais pas. Et au bout de 2 semaines, il continue. Et je me dis, bon, mais je vais enfin voir de quoi il me parle, hein. Et je suis allé voir ensuite. Et je suis allé voir posteriori, historiquement, ce qu'il m'avait dit, comment ça s'était passé, etc. Et tout collé. Et à ce moment-là, je lui ai répondu. Comment? C'est génial ce que tu fais, comment est-ce que tu fais? Et continue de le faire, mais cette fois, envoie-moi directement un message. Comme ça, je peux voir plus facilement ce que tu me fais. Et c'est comme ça qu'on a créé avec lui la relation qu'on a aujourd'hui. Cuillère, il est venu ensuite à travers le groupe privé, il était tout le temps là, tout le temps à nous envoyer des messages, tout le temps à nous dire comment ça se passait, blablabla. Et un jour, Pump, il lui a dit, ben voilà, je veux que tu travailles avec nous, que tu sois un peu le modérateur, qu'on a besoin de toi, quoi. Et c'est comme ça qu'on a fait notre réseau. Et c'est marrant parce que Pump, ni Cuillère, moi, je suis allé les chercher. Et le réseau, comme tu dis, il est venu à moi. Mais il est venu à moi parce que j'ai extériorisé la personne que j'étais. Et ils se sont rendus compte, comme j'ai dit dans le podcast ce matin, que tu verras un autre jour, je me suis rendu compte que quand tu extériorises une bonne personne, les talents, ils finissent par venir à toi. Et aujourd'hui, si tu n'as pas de réseau et que tu n'as pas le sentiment que tu as et tu n'as pas le réseau que tu voudrais avoir aujourd'hui, c'est parce que tu n'es pas encore la personne qui attire ce réseau vers toi. Dès que tu es cette personne-là qui attire ce réseau vers toi, tu te rendras compte qu'ils viendront par magie. Quand j'étais à la salle de sport. C'est très profond ce que tu dis. Encore une fois, tu le dis rapidement, mais moi je vais t'arrêter dessus. J'ai extériorisé ma personne. Vous voyez, ça c'est vraiment, ça veut dire, à un moment donné, je suis moi-même et je le transmets à une plus large audience. Et vu que je suis bien avec ça, je suis bien avec moi-même, ça se ressent, ça attire, ça crée de l'aimant. Ouais. Donc là-dedans, posez-vous la question, est-ce que si vous faites du contenu d'entrepreneur, puisque c'est ça, je veux attirer le réseau à moi, est-ce que vous êtes vous-même? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce que vous faites? Est-ce que vous êtes bien dans ce que vous faites? Est-ce qu'il y a déjà des réussites? Si la réponse elle est non, bah bien évidemment, ça se ressent soit à l'écran, soit dans votre réseau, et bien évidemment que la vapeur s'est pas encore inversée. La vapeur, elle doit s'inverser comme ça. Vous devez être la personne qui est indispensable pour les autres. Peu importe votre histoire, peu importe vos études, peu importe ce que vous avez fait, votre utilité ou votre charisme ou votre énergie doit créer autour de vous des gens qui ont envie d'être avec vous. Et ça, c'est ce que tu m'avais dit aussi dans le premier podcast que je ne savais pas. C'est l'énergie la plus attirante, l'émotion la plus attirante sur Terre, c'était l'authenticité. Ouais. Donc posez-vous la question, est-ce que je suis pleinement authentique? Sinon, pourquoi je ne le suis pas? Est-ce qu'il n'y a pas une limitation? Est-ce que j'ai pas une peur? Voilà. Ça, c'est des questions peut-être des limites que vous avez qui créent ça. Donc, tu as juste à extérioriser qui tu es et le réseau va venir à toi. Pour prendre un exemple peut-être un peu plus simple, quand j'étais à la salle de sport, j'étais la personne que j'étais. J'avais mes leggings chat, j'avais mon débardeur troué, j'étais la personne que j'étais. Et les gens ont fini par venir à moi. Et quand j'arrivais à la salle de sport, je me souviens, ma copine, la première fois qu'elle est venue à la salle de sport avec moi, elle m'a dit, tu connais tout le monde. C'est incroyable, tu connais tout le monde. Et parce que le réseau de la salle de sport, il est venu à moi parce que j'étais la personne que j'étais et que j'avais envie de pousser plus, j'avais envie de devenir le meilleur à la salle. Et donc forcément, quand tu as envie de devenir le meilleur, les gens, ils ont envie aussi de te suivre, ils ont envie de s'accrocher à toi comme le petit poisson quand tu es un requin, ils viennent en dessous de toi et se disent, est-ce que je peux pas avoir un petit peu de succès moi aussi? Donc si tu commences à avoir beaucoup de succès, les gens, ils vont venir dans ton réseau parce qu'eux aussi, ils ont envie d'en profiter un petit peu. Et tant que tu n'as pas de succès, tant que tu n'as pas de réseau, là, les gens ne viendront pas parce que tu n'as pas de succès. Si tu as du succès, les gens ils vont venir tout seuls. Exactement. C'est comme un restaurant. Plus il y a de monde, plus les gens ont envie d'être dedans. Exactement. Et comprenez bien, c'est l'utilité. Comprenez bien, c'est l'utilité. Et malheureusement aussi, ou heureusement, peu importe, c'est le pouvoir.
vous pouvez avoir le rôle que vous voulez. Si vous n'avez pas de pouvoir ou d'utilité pour l'autre, c'est pas méchant, hein. Les gens vont s'en foutre. Si vous êtes, et même si vous avez, entre guillemets, pas d'utilité, mais vous avez un peu de pouvoir, les gens vont être plus intéressés parce qu'il y a cette notion-là où, quelque part, on est aussi attiré par les possibilités que l'autre peut potentiellement nous offrir, consciemment ou inconsciemment. C'est pas pour rien que voilà, certains postes à responsabilité, voilà, il y a des gens qui vont faire, comme on dit, les bons élèves, ou qui vont un peu plus se frotter pour essayer d'avoir des petits services en plus, de ce genre de choses. Et ben dans la société, c'est pareil. Donc, si les gens ne viennent pas à vous, c'est que vous n'êtes pas encore assez important. Et inversement, vous pouvez être, entre guillemets, personne, mais si vous avez quelque chose vraiment d'important et une capacité ou autre, vous inquiétez pas. Dès que ça va se savoir, les gens vont venir. Absolument. Ne vous inquiétez pas que ça va venir. Ouais, absolument. Et là, il y a Julien qui nous envoie une autre question qui est intéressante aussi, sur laquelle on va pouvoir répondre assez bien aussi, qui dit « J'arrive pas à exploiter mon potentiel. Comment trouver le moyen d'exploiter mon potentiel ?» Alors Julien, je vais te le dire, peut-être que tu n'as pas de potentiel, mais si tu as un potentiel, le moyen pour toi de l'exploiter le plus possible, c'est de te concentrer et de persévérer sur les actions quotidiennes que tu peux faire avec ton cerveau et ton talent. Et quand tu persévéreras dessus suffisamment longtemps, tu te rendras compte que ton potentiel, il est inépuisable. Et comment on fait pour arrêter la procrastination? Parce que si tu as un potentiel que tu n'arrives pas à exploiter, c'est clairement tu procrastines toute la journée. Comment on fait? Je te donne une action ultime, parce que moi, c'est l'action que j'ai faite pour arrêter de procrastiner jusqu'à la fin de mes jours, et depuis, je ne le fais plus. Ce que j'ai fait, moi, c'est les 20 000 pompes et tractions. Donc, si tu ne connais pas un peu cette théorie et ces actions que j'ai fait, ce voyage de pompes et tractions que j'ai fait, je te le fais assez simplement, Julien. Normalement, tu t'appelles Julien, donc je suppose que tu es un homme, même si de nos jours, c'est un peu compliqué à savoir. Je suppose que tu es un homme, Julien. Comment on fait pour faire 20 000 pompes et tractions en 30 jours? C'est assez simple. Tu vas tous les jours à ton parc de street workout, qui ne doit pas être loin de chez toi. Normalement, il y en a plusieurs dans chaque ville de France, donc ça ne doit pas être bien loin de chez toi. Tu vas avec ton téléphone ou une montre avec un chrono dessus, et toutes les minutes, tu fais 6 tractions, 12 pompes, jusqu'à à peu près 35 minutes, et puis ensuite, tu passes à que des pompes pour arriver à 510 pompes. Donc ça fait 171 tractions et 510 pompes par jour, tous les jours, pendant 30 jours. Si tu fais ça, Julien, je ne vois pas comment tu pourrais pas être un mec qui persévère, et je vois pas comment tu pourrais être un mec qui t'obstine pas, et je vois pas comment tu pourrais être un mec qui procrastine dans le futur. Parce que ça, c'est une façon de te forcer à faire les choses que tu n'as pas envie de faire, et de te forcer à les faire tous les jours de l'année, tous les jours du mois. Et une fois que tu as ça, ça se développe et ça se transfère sur les tâches du quotidien. Et à ce moment-là, ton potentiel, tu vas l'exploser comme jamais. Ça, moi, c'est le truc que je fais. Qui m'a poussé à ne plus jamais procrastiner, à exploiter mon potentiel, parce qu'on me disait tout le temps à l'école, t'as du potentiel, t'as du potentiel, ça, c'est ce que j'allais dire. On dit mais ça, j'y croyais pas tout trop. Le monde, il y a combien de gars, je me rappelle, à l'école, ou même des élèves, je voyais, leurs parents disaient ça. Oh, ils m'ont encore dit que t'avais du potentiel, mais que tu ne faisais pas ça. Franchement, à chaque fois, il y avait ça. Je me disais, limite, c'est les profs qui font exprès pour justifier une correction. Déjà, la première chose, moi j'ai envie de dire, c'est excellent ce qu'il dit, parce qu'il est, en gros, plus tu vas mener des actions qui vont être tellement fortes que ça va être impossible que tu vas pas mener l'autre petite action qui semblait dure à faire, vu ce genre de choses. Mais déjà, est-ce que tu penses... si tu crois que tu as du potentiel, qui te l'a dit? Si c'est ta mère qui t'a dit t'as du potentiel, t'inquiète pas, la mienne aussi. Elle m'a toujours dit, peu importe ce que je faisais, mon fils. Non mais je rigole, mais si tu veux. Moi, je me disais que j'étais beau aussi. Est-ce que c'est ce que tu crois parce qu'on te l'a dit, ou est-ce que parce que t'as trouvé toi-même un potentiel en toi? Si t'as trouvé toi-même un potentiel en toi, il n'y a aucune raison de ne pas l'exploiter. Moi, je me suis jamais posé la question, mon potentiel n'est pas exploité. Jamais de ma vie. La seule question que je me suis posée, c'est je ne suis pas reconnu à ce stade-là. Je n'ai pas encore les personnes qui le voient ou qui voient ça. Mais mon potentiel l'exploiter, quand je lisais des dizaines de livres pour analyser le langage non verbal, et qu'il y avait des gens, je leur faisais au collège et qui bégayaient, j'étais passionné de psycho de tout temps. Je me disais pas, ouais, il y a un mec dans ma classe plus fort que moi, j'ai pas exploité mon potentiel. Je savais que c'était ça mon potentiel, c'était l'humain, c'était les gens, c'était observer les gens, observer leur psychologie, c'était toujours ça. Faire des comparaisons, analyser, etc. J'ai pas eu besoin de savoir. J'ai juste eu besoin de me dire comment je vais faire
pour que ce potentiel me donne un salaire, comment je vais faire pour être intégré dans la société, comment je vais faire pour que ça soit reconnu. Donc si tu te poses la question, à mon avis, j'ai pas exploité mon potentiel, c'est que soit tu connais pas ton potentiel, soit que c'est le potentiel de quelqu'un d'autre. Parce que ton potentiel, je peux t'assurer que c'est très simple à savoir, c'est la chose qui est la plus évidente et la plus simple pour toi. Il y a toujours quelque chose. Ne cherche pas ailleurs ce qui est déjà, il y a toujours une facilité que tu as. Et comme chaque être humain, il y a une différence, hein, comme une note de musique. Il n'y a pas un violon qui est pareil, qui a les mêmes cordes, et ben c'est pareil. Donc quand tu te recentres et te poses la question intérieurement, qu'est-ce que j'aime faire avec les autres? Eh ben il y a des choses qui vont venir. Et tu vas trouver ta voie comme ça. Alors tu vas pas être... Tu vois, moi, mon truc, quand je me suis posé cette question, c'est, moi, j'aime aider les autres. Se aider les autres, il aurait pu être infirmier, il aurait pu être n'importe quoi. J'aurais pu être mécanicien, ça aide les autres. Après, tu affines. Après, j'affine. Ok, j'aime aider les autres, mais comment? Ah, je vois que quand je fais ça, en fait, quand il y a un changement brutal, je me sens bien. Donc, j'aime aider les autres quand il y a un changement fort. Ok, et là, tu affines. Mais ton potentiel, mon potentiel là-dedans, il n'a jamais été remis en question. Tu vois, donc, si tu te poses vraiment la question sur ton potentiel, c'est que je crois que tu ne connais pas ton potentiel. Moi, j'irai encore plus loin. Moi, sans méchanceté, je vais dire ce que je pense très clairement. Si tu dis que tu as trouvé ton potentiel mais que tu ne sais pas l'exploiter, c'est du vent. C'est du vent. C'est que ce n'est pas ton potentiel, tout simplement. Une fois que tu as trouvé ton potentiel et que tu sais que c'est ce que tu veux faire vraiment, bah, tu vas tout faire pour l'exploiter, ce potentiel. Ouais. Et on l'a déjà dit, c'est pas en procrastinant, en se levant à 10h du mat que tu vas réussir à l'exploiter, ton potentiel, poteau. Ouais, lève-toi à 6h du mat, c'est dur, hein, mais il faut le faire. Dans la vie, tu fais pas forcément ce que tu as envie. J'aime bien, hein, on y revient toujours. Non, tu peux faire ce que tu veux, mais à un moment donné, épisode 1, bouge-toi le cul, poteau, lève-toi à 6h, fais des recherches, coupe le baobab que tu as dans la main. Et il y a un moment où forcément tu perceras et tu trouveras le potentiel qui t'ira le mieux, parce que j'ai envie de dire, par contre ça c'est quelque chose dont je suis persuadé, chaque personne dans le monde a un potentiel. Ouais, c'est clair. Chaque personne négatif ou positif. Négatif ou positif. Mais qui a une utilité. Qui a forcément une utilité. Chaque personne dans le monde a forcément quelque chose qui peut apporter en bien ou en mal, très clairement. Encore faut-il savoir ce que c'est. Et ça, c'est quelque chose... Pump, il disait tout à l'heure, et c'est assez intéressant, parce que moi, c'est la question que je me suis posée pareil que toi. Je me suis dit, quelle chose, pour moi, est simple, mais je ne la fais pas, ou les autres, ils trouvent ça compliqué, et quelle chose j'aime faire aussi. Et j'en suis arrivé à la conclusion, c'était faire des vidéos. C'était expliquer et transmettre des vidéos, soit de développement personnel, soit de faire gagner de l'argent avec les vidéos. Et il m'a fallu un moment pour arriver à cette conclusion, mais un jour, j'en suis arrivé à cette conclusion-là, et à ce moment-là, j'ai créé Ulistif, et évidemment, depuis, ma vie n'a plus du tout été la même. Donc, si tu trouves cet appel-là et que tu sais ce qu'il faut que tu fasses, en te posant cette question-là, il faut juste que tu le fasses. Il faut que tu partes d'un principe fondamental dont personne ne parle, mais dont je vais te parler aujourd'hui aussi. Dans ce principe-là, il faut que tu produises, pas consommer. Et en fait, ça, c'est la plus grosse différence que tu verras avec le succès et avec l'argent. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ils produisent beaucoup d'argent. Ceux qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, ils consomment beaucoup d'argent, beaucoup de denrées, ce genre de choses-là. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut passer par produire. Produire et pas consommer. Donc, quand tu es sur Insta, ou quand tu es sur TikTok, ou quand tu es sur les jeux vidéo, ou quand tu es à la caisse, ou je ne sais quoi, il faut que tu partes du principe de produire et pas consommer. Et si tu passes de 90% à 10%, ou aujourd'hui, tu es à 95%, tu consommes sur TikTok ou sur Insta, ou tu passes à ce moment-là à 95%, tu produis, ça va pas du tout être la même chose. Moi, sur Insta, je sais même pas le feed de réel, à quoi ça ressemble. Je suis jamais allé sur les réels de Insta. J'y vais de temps en temps sur TikTok, mais à chaque fois que j'y vais sur TikTok, c'est pour chercher justement des vidéos, c'est pour chercher des idées, c'est pour produire. Et quand je suis sur Insta, je sais même pas où il est. Je suis sur Insta peut-être 2 ou 3 heures par jour. C'est uniquement pour produire des réponses aux messages privés que je reçois. Donc je consomme pas, je produis. Et toute la journée, au final, ma journée, elle correspond à 95% où je produis et 5% où je consomme. Alors que la plupart des gens, c'est 95% ils consomment et 5% ils produisent. Mais est-ce que ces 5% que tu consommes, c'est aussi une partie, surtout où tu as 4%, tu consommes des connaissances. Tu lis des livres.
Non, pas sur Insta, pas sur les réseaux, mais sur lire des livres, évidemment. Je passe... c'est consommer pour lire, en fait, dans le but de produire. Consommer dans le but de produire. Mais si tu consommes juste dans le but de passer du temps, c'est pas du tout la même chose. Moi, alors, exemple personnel, moi, je passe énormément de temps avant à regarder Arte. Je regardais Arte. Je regardais Nat Geo. Des fois, je me perdais sur YouTube sur des documentaires. Et vraiment, hein, j'ai appris des trucs de fou furieux et des trucs, ça se trouve, qui ne me serviront jamais. Mais est-ce que ça, tu penses que c'est une forme de consommation mauvaise ou est-ce que c'est une forme de consommation, accumulation de connaissances? Non, c'est pas du tout. Moi, j'avais un pote et j'ai une histoire pour ça, si Allez. tu veux. Ouais, j'ai une histoire. J'ai une histoire pour ça, si tu veux. Ça m'intéresse de savoir si je vais passer pour le consommateur. Je sais pas si tu sais, mais j'ai fait des études de santé et dans mes études de santé, il y a une matière qui est la mycologie. Et c'est super drôle parce que j'ai mon pote, on avait un partiel de mycologie, forcément j'avais des potes dans la même promo que moi et dans la promo en dessous. On avait un partiel où des champignons, un partiel de champignons. Et donc pour savoir tout ce qui est appareil reproducteur, comment ça fonctionne les champignons, les différents types de champignons, les races, je sais pas quoi, toutes ces conneries là que je déteste apprendre et que les autres facs de pharmacie n'ont pas à apprendre, sauf celle de Limoges, parce que ça ne sert à rien, mais bon, je vais passer là-dessus. Pourtant, c'est bon les champignons. C'est bon les champignons, mais lui, pas en pharmacie. Il avait le partiel du coup qui était genre à 10h du matin. Et il y avait un autre partiel avant à 8h du matin. Je vais le voir le soir, vers 17-18h, et je vais le voir, il a les yeux éclatés, mais éclatés les yeux. Genre comme s'il n'avait pas dormi et qu'il avait passé tous ses partiels... le matin même, le partiel de champignons, il avait passé le matin même, mais comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment ça va? Tu vois, ça s'est passé comment les partiels? Il me dit, je suis claqué, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai regardé un documentaire sur les champignons. Et il y avait un documentaire sur les champignons sur Arte. Ah bah. À 3h du matin. C'était le même? Hasard. C'était peut-être le même. Il y en a tellement des documentaires sur Arte. À 3h du matin, il a regardé documentaire sur les champignons, alors qu'il avait partiel à 10h du matin. Mais c'est une fuite, ça. Et je me suis dit, c'est une fuite. Mais en fait, il fuit quoi, en fait? il pense qu'il consomme et qu'il pour produire. Non, mais ouais, en fait, ça... non. Ça c'est de la connerie. Ben oui, mais c'est la même chose au final. Ça, c'est de la connerie dans ce Est-ce que la question que tu dois te poser, est-ce que ta consommation elle est bonne ou pas? C'est est-ce que tu produis derrière? Donc ça peut être produire des notes. Tu vas regarder un documentaire, tu produis des notes, tu produis des consciences, tu produis un futur. Ou est-ce que tu fais pas de production? Cet état-là de produire plus que consommer, il va venir d'un seul truc, c'est la vision que tu as des choses et qui est motivée par quelque chose. On va dire ça à quelqu'un qui a aucune vision de lui-même ou aucune motivation. Mais les gens qui consomment, c'est parce qu'ils s'ennuient, c'est parce qu'ils n'ont pas... les gens qui font que consommer, ils s'ennuient, ils n'ont pas de vision. Ouais, absolument. Ouais. Ils vont rester, je caricature, mais ils vont rester dans leur vie quotidienne et ils vont dire, bah voilà, à la fin de ma journée, voilà, je fais tout ça. Et parce qu'ils n'ont pas de vision d'eux-mêmes, pas de grandeur pour eux-mêmes, pas de motivation. Toi, tu as eu ça parce que tu as eu une vision de toi-même et tu as aujourd'hui une motivation qui est que tu as des gens aussi qui t'attendent. Mais quelqu'un qui peut-être nous écoute a personne qui l'attend et peut-être aucune vision de lui-même. Et donc, si tu fais que consommer, la question à te poser, c'est pourquoi quelle est ma motivation là-dedans? Quelle est ma motivation là-dedans? Si tu n'as pas une motivation supérieure que ta condition, celle de tes parents, celle de ton argent, et qui n'est pas reliée aux autres, produire, très bien, tu vas le faire 2 semaines, mais tu ne vas pas continuer de le faire. Ce qui t'a motivé, ce qui m'a motivé, c'est soit une condition extrême où tu n'as plus le choix, où tu as un flingue sur la tempe, et là, tout le monde est motivé. Hein. Moi aussi, je suis motivé. Je ne vais pas les 2000 pompes, mais si on met un flingue sur la tempe, je vais finir par les faire. Soit une vision, une motivation supérieure. Et la motivation supérieure, pour moi, elle a toujours été quelque chose qui me permet un petit peu d'aller au-delà de la simple, pour moi, au-delà de la simple apparence des connexions et des mots. Voilà, donc comprendre la psychologie à l'intérieur, mais ça peut être autre chose pour toi. Tu vois, chacun peut avoir quelque chose qui dépasse juste sa condition, son environnement. Et ça, c'est à toi de le trouver. Une fois que tu le trouves, je peux t'assurer que toutes les actions, elles vont être prises si tu y crois. Toute la consommation va diminuer, toute la production va augmenter. Mais il faut que tu trouves quelque chose qui t'emmène dans une destination. C'est comme une ville. Si tu es au milieu de la ville et que tu n'as pas de carte et que tu es paumé, tu vas faire toutes les routes et tu vas t'arrêter devant tous les magasins. Si déjà tu sais
à peu près, si tu prends la droite ou la gauche, bah déjà, tu prendras la droite, il y aura quelques magasins, mais tu sais que tu devras avancer vers la droite. Si tu dois aller en Alaska, autant prendre un plan pour aller jusqu'en Alaska. Voilà. Et toi, tu sais, l'Alaska, c'est disons la richesse, la liberté, etc. Maintenant, c'est à toi de produire le plan. Il y a plein de façons de produire le plan, mais une de ces façons, c'est produire et pas consommer. Et une fois que tu auras les premiers résultats de ce plan-là, tu vas arriver à la question que il y en a un qui vient de poser dans le chat, qui est tu gagnes beaucoup d'argent, tu commences à gagner de l'argent. Comment tu fais pour garder les pieds sur terre quand tu commences à gagner de l'argent, quand tu commences à avoir des grosses sommes, etc. Et pour ça, moi, c'est assez simple. Moi, je considère que c'est assez simple en même temps, en étant compliqué. Là, tu vois, il y a eu, je t'ai montré la vidéo, tu as dû voir la vidéo, de passer de 4 000 à 100 000 en 2 jours. Donc là, c'est littéralement, une fois que tu as gagné beaucoup d'argent en 2 jours, comment tu fais pour garder les pieds sur terre? Donc moi, j'ai vécu ça il y a quelques jours. Comment j'ai fait pour garder les pieds sur terre? Mais il faut que tu te rendes compte que pour toi déjà, 100 000, c'est peut-être beaucoup. Pour moi, c'est pas énorme, mais pour d'autres gens, c'est énorme. Ou pour d'autres gens, 10 000, c'est énorme. Pour d'autres gens, 1000, c'est énorme. Et c'est marrant parce qu'il y a un truc en psychologie qui s'appelle l'adaptation hédonique. Et une fois que tu as gagné beaucoup d'argent en peu de temps, ou tu as gagné beaucoup d'argent et tu es capable d'en gagner beaucoup et d'en gagner beaucoup plus, tu vas t'adapter à ce nouveau seuil de richesse en quelque sorte. Tu gagnes 100 000 en 2 jours. Pendant 3 jours après, ça va être un peu la folie, blablabla. Comment garder les pieds sur terre? Tu te réveilles le 4e jour et c'est comme si ça s'était plus jamais passé. Tu vas pas commencer à te dire je vais faire n'importe quoi. Tu dois pas commencer à te dire je vais faire n'importe quoi avec ces 100 000. Tu dois juste, c'est du passé maintenant. Basta, on se met la tête dans le guidon et on continue d'essayer d'avancer, on continue d'essayer d'évoluer. Donc c'est comme ça que tu gardes les pieds sur terre, parce que ton cerveau, il te fait garder les pieds sur terre et il s'adapte à la nouvelle richesse. Quand tu achètes une Bentley, quand tu achètes une Lamborghini, c'est cool. Les 10 premiers jours, mais 10 jours après, tu te dis pourquoi pas m'acheter une Ferrari maintenant, tu vois. Et qu'est-ce que tu entends? Moi, les pieds sur terre, j'imagine, c'est pas devenir fou. Moi, les pieds sur terre, ça m'intéresse pas. Hein. Les 99% des terriens, la plupart en général, si c'est être comme la masse, ça m'intéresse pas. Donc moi, ça me dérange pas d'être un peu dans les nuages, comme on dit souvent. Vous dites souvent de moi, votre fils, il a la tête dans les nuages. Mais moi, ça me dérange pas. Pour garder les pieds sur terre, pour moi, à mon sens, hein, comme tu dis, tu l'oublies de toute façon. Tu oublies. Le cerveau a tendance à beaucoup plus de toute façon retenir les échecs que les grandes réussites. Par contre, quand tu passes des steps et que tu as des grandes réussites, fondamentalement, tu dois les célébrer. Pourquoi tu dois les célébrer? Parce que si tu ne les célèbres pas et que tu fais comme si c'était normal ou comme si c'était totalement nouveau, je pense aussi que tu peux péter les plombs. La tendance à vouloir célébrer une victoire le soir même, comme un match de foot, comme n'importe quoi, est saine parce qu'elle permet de clôturer la réussite que tu as engrangée, que ce soit financière, sportive, ce que tu veux, relationnel. Ça permet de célébrer quelque chose et du coup de clôturer cet acte sans dire je vais le continuer dans ma tête à générer cette impression qui est que je continue tout le temps là-dedans. Pour moi, je célèbre. Quand il y a une victoire de quelque chose, je célèbre. Et aussi, ça me dérange pas d'avoir un peu moins les pieds sur terre. Quand je dis un peu moins les pieds sur terre, c'est si les pieds sur terre, c'est avoir la vision. Parce que ça aussi, c'est une phrase. On parlait des phrases dans l'autre podcast et que pouvaient dire nos parents. Il faut que tu aies les pieds sur terre. Mais moi, ça m'a jamais intéressé en fait. Je déteste cette expression. Être aussi. Ancré comme un arbre dans les racines, il n'y a pas de souci. Mais avoir les pieds sur terre et marcher comme les gens autour de moi, non merci. T'as toujours la tête en l'air, reviens les pieds sur terre. Ça, c'est des phrases qu'on me mette dans une soucoupe, si c'est possible même. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Si ça vous intéresse d'être comme la masse, si ça vous intéresse de penser comme la masse, vous aurez les mêmes résultats que la masse. Ouais, ça, c'est évident. Si tu fais comme tout le monde, tu auras le même résultat que tout le monde. Exactement. Arrêtez de suivre ce que la masse va vous diriger. J'ai même envie de vous dire, l'autre qui fait des podcasts, notre Oussama Ammar, le spécialiste de la contradiction, qui est drôle, je trouve. Dans certaines fois, ça marche, hein, être spécialiste de la contradiction, parce que dans certains cas, il va débloquer le Sharingan ultime, mais il aura trouvé un truc où personne ne se sera posé la question. Donc ça aussi, c'est une des astuces aussi dans n'importe quel business, ou même en tant que, pas entrepreneur, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas entrepreneurs, qui ont une activité d'employé, qui travaillent dans une entreprise. Trouvez la chose que vous pouvez ajuster dans votre quotidien, qui va être nouvelle, ou qui va être différent, ou que les autres n'ont pas pensé, c'est vous mettre dans une position de valeur face au monde où tout le monde ne crée pas.
l'énergie pour moi la plus puissante, ça c'était un peu dans les trucs, on va dire indiens, mais l'énergie la plus puissante, c'est celle de la création. Quand on est dans la création, quand on est dans créer les choses, c'est ce pourquoi on est fait. On vient de... la sexualité, la naissance, c'est la création. Et d'ailleurs, c'est relié avec l'imaginaire. C'est là où ça fait l'énergie. Ouais. Mais il y a de l'énergie là-dessus. Donc, créer des choses, on est né pour créer. Si vous ne créez rien et vous ne faites que reproduire, même s'il y a des très bons seconds, tout le monde ne peut pas être leader, sinon le monde, il ne tournerait pas. Il faut bien qu'il y ait des leaders, des suiveurs. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez besoin de faire aussi des choses qui vous nourrissent par créer, faire de nouvelles choses, faire des choses que les autres font pas, faire des choses qui vous concernent vous. Peu importe que vous soyez entrepreneur, pas entrepreneur, employé, pas d'employé, il y a besoin de faire ces choses-là pour mener une vie enrichissante et réussir tout simplement. Et en parlant de vie enrichissante, là, il y a Camille Troll qui pose une bonne question qui est assez intéressante, qui dit, est-ce que, selon vous, c'est mieux d'avoir un job pourri, en termes salaire, je suppose, avec une bonne équipe, une bonne ambiance, ou un super job, je suppose encore une fois, en termes salaire, mais avec une équipe horrible, faux cul. Donc soit un bon job avec une bonne équipe et une bonne ambiance qui ne paye pas, ou un job qui paye beaucoup avec une équipe horrible et un faux cul. Et sur ça, déjà, tu pars sur le mauvais principe, à mon avis. J'allais dire pareil. Tu pars sur le principe que le job, c'est grâce à ça que tu vas gagner de l'argent. Mais au final, c'est pas comme ça que tu vas être riche. Et au final, littéralement, un job, tu dois jamais considérer le job comme ta façon de récupérer de l'argent. Ça doit jamais venir dans ta tête de te dire, mais ça déjà c'est une finalité, c'est comme ça que je vais gagner ma vie. Non, le job c'est pas du tout comme ça qu'on gagne sa vie. Donc tu pars du principe que le moment que tu vivras à l'intérieur du job est inférieur au salaire que tu peux avoir à l'intérieur du job. Mais ça c'est nul parce que de toute façon, le job, même s'il te paye 3 fois plus, c'est quand même pas grand chose. Même si au lieu de gagner 1500, tu gagnes 4500 € par mois, ça suffit pas, parce que 4500 € par mois, ça suffit pas. Et tu vaux beaucoup plus que ça, et tu dois chercher beaucoup plus que ça. Tu dois chercher 45 000, ou tu dois chercher 450 000 par mois. Ça, c'est le job qui t'intéresse. Et c'est pas en étant salarié que tu auras 450 000 € par mois. Donc si tu dois avoir un job pour l'instant pour payer les factures et pour vivre ta vie normalement, ce que je comprends totalement, ça, à ce moment-là, autant faire en sorte d'avoir un job où tu as, au lieu que ce soit l'équipe, au lieu que ce soit la bonne ambiance qui t'intéresse, un job où tu as le plus de liberté possible. Ouais. Moi, je me suis toujours dit, si un jour je devais vraiment repartir de zéro et avoir un job, je prendrais gardien de nuit. Gros, tu es là toute la journée ou toute la matinée ou toute la nuit, tu es là sur ton téléphone, tu n'as rien à faire et tu es full capacité maître à d'hôtel apprendre. le soir. Maître d'hôtel le soir. Un job où tu es payé rien du tout, 1400, 1500 € par mois, mais tu as tout le temps que tu veux pour construire des business à côté. Donc là, l'équipe, quand tu es gardien de nuit ou quand tu es gardien d'hôtel le soir, l'équipe et l'ambiance, c'est zéro. Bien sûr. Mais tu es libre. Et avec cette liberté, tu peux créer beaucoup plus de richesse. Donc si tu te poses la question, un job avec une bonne équipe, une bonne ambiance ou un super job avec une équipe horrible, ni l'un ni l'autre. Il faut que tu prennes le job qui donne le plus de liberté, quel que soit le salaire à la clé. Parce que le salaire, c'est pas ça qui te rapportera le plus d'argent possible. Mais la liberté, c'est ça qui va te faire gagner le plus d'argent possible. Je vais même rajouter, c'est simple. Si le matin, tu te lèves, tu n'as pas envie d'aller bosser, change de boulot. Tout le monde me dit mais tu te rends compte, c'est difficile, c'est machin. J'ai jamais dit que c'était facile. Si t'en as ras-le-bol de te lever le matin et que t'as pas envie de faire ton taf, change de taf. Il y a deux choses. Déjà, si vous vous sentez pas dans votre environnement, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Le lion, il sent à sa place quand il est avec les lions. La carpe, elle se sent à sa place quand elle est avec les carpes. Si vous vous sentez être une carpe au milieu des lions, c'est qu'il y a un souci. Ou à l'inverse. Le pigeon ne vole pas avec les ailes. Non, mais sans catégoriser. Serpent, n'importe quoi. J'aurais pu prendre n'importe quoi, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Et deuxième chose, et ce qui est génial avec le cerveau humain, si tu penses que c'est pas pour toi, t'as raison. Et si tu penses que c'est pour toi, t'as raison. Donc en fait, toutes tes putains de limitations, il n'y a que toi qui te les fous, tu vois ce que je veux dire. Donc si tu as envie de changer de job ou si tu as envie de faire autre chose, il n'y a que toi qui peux te bouger à le faire. Il n'y a pas un Dieu qui va venir, même si ça peut aider, bien sûr, de croire dans quelque chose de supérieur. Il n'y a pas tes parents qui vont t'aider à avoir ça, peu importe qui ils sont. Et c'est pas... Ça va pas être tes amis, ça va pas être nous non plus. Les gens vont t'inspirer, les gens vont peut-être des fois te motiver. Tu vas apprendre des choses dans des livres, mais c'est toujours toi qui vas faire. Donc, quand tu vas être dans une activité où tu te poses la question est-ce que c'est mieux le salaire ou le truc, et qu'effectivement c'est la liberté, je dirais même dans ce cas-là,
les deux ne vont pas. Parce que si les gens sont super sympas mais que tu gagnes pas d'argent, pourquoi tu travailles, frérot? Alors, il faut qu'il y ait une value de ouf. Là, tu me dis, je suis secrétaire de Bernard Arnault et je vois des gens de ouf tous les jours. Je te dis, vas-y. Là, à ce moment-là, pourquoi pas? Parce que tu gagnes pas d'argent, mais tu apprends plein de trucs. Tu vois ce que je veux dire? Si tu me dis, je gagne beaucoup d'argent, peu importe le salaire, mais que les gens sont pas sympas, j'espère que cet argent, il te permet de faire plein d'autres choses à côté, tu vois, dans les deux cas. Là, il y en a un qui dit qu'à sa cook, moi, je bosse 12 heures par jour pour faire le métier qui me passionne, mais j'ai un problème sur le temps investi par rapport à ce que ça me rapporte. J'aimerais trouver la clé pour gagner plus en restant dans ce qui me passionne. Ça tombe bien parce que si c'est un boulot qui te passionne et si c'est un boulot où tu travailles 12 heures par jour, ça veut dire que ça te fournit de l'argent déjà. Donc c'est déjà bien, c'est un boulot qui te fournit de l'argent, c'est pas du bénévolat. Donc ce que tu as à faire, c'est faire en sorte que ton unité de temps, tes 12 heures par jour, elle te rapporte plus d'argent. Donc si cette unité de temps, tu as envie de le faire en sorte qu'elle te rapporte plus d'argent, généralement, l'argent, ça fonctionne comment? Pour gagner plus d'argent quand tu as un business ou quand tu es dans un business, il y a 3 façons de gagner plus d'argent. Soit tu as plus de clients. Là, le groupe privé, il a gagné quelques milliers de personnes en plus. Il y a plus de clients, donc il y a plus d'argent. Soit les personnes qui sont déjà à l'intérieur, elles viennent plus régulièrement t'acheter des trucs, donc plus d'argent différent. Ça peut être le groupe privé avec le club, ça peut être les formations, ça peut être de ci, de ça. Là, il y a plus d'argent qui va rentrer. Ou soit ces gens-là, tu leur donnes tu les fais payer plus régulièrement. Donc il y a 3 façons, soit plus de personnes, soit plus de produits, soit plus régulièrement. Et ça, si tu as 12 heures par jour de travail, tu dois te concentrer sur une de ces 3 façons-là pour gagner plus d'argent avec ces 12 heures de travail. Et si, disons que tu es salarié, mais que tu as un métier que tu kiffes et que tu fais 12 heures de travail par jour et que tu te dis, si je fais gagner plus d'argent, à mon patron, il ne me payera pas plus cher. Mais pourtant, j'ai fait ces 3 trucs-là. Et le patron, il gagne plus d'argent, mais il ne me paye pas plus cher. Et bien, tu as juste à prendre le risque d'avoir ta propre entreprise. Si tu sais déjà comment gagner plus d'argent de plein de façons différentes, tu crées ta propre entreprise, tu continues de travailler tes 12 heures par jour, mais cette fois-ci, tu vas augmenter ton revenu de x5. Donc, si tu as un boulot qui te passionne et que tu as envie de le faire jusqu'à la fin de ta vie, 12 heures par jour. Moi, j'adorais le boulot de pharmacien. C'était franchement un boulot que j'adorais. Mais je me suis dit, le problème, c'est que je perds trop d'argent à continuer à être pharmacien. Donc, je ne peux pas continuer à être pharmacien, même si j'adore ça. Mais si tu as envie de continuer à faire ce boulot-là et tu veux juste gagner plus d'argent dans ce boulot-là, soit tu fais gagner plus d'argent et ton patron, il te paye plus cher, soit tu crées ta propre entreprise. Parce que si tu gagnes de l'argent à faire ces 12 heures-là, c'est littéralement qu'il y a quelqu'un qui te paye, donc tu rapportes du bénéfice. Soit tu crées ta propre entreprise, et comme tu as déjà la capacité de gagner plus d'argent de plein de façons différentes, tu continues à le faire 12 heures par jour, mais tu gagnes 5 fois plus. Donc si tu veux continuer, c'est comme ça que tu dois faire. Moi, je vais être un peu plus violent. On vous a menti. On vous a menti. On vous a menti depuis le début. Non, tu ne vivras pas d'eau et d'eau fraîche et de ta passion. Arrête, frérot. Arrête de croire que parce que tu vis de ta passion et tu veux gagner plus dans ta passion. Pas forcément. Tu peux aussi trouver autre chose qui soit pas ta passion, qui t'apporte de l'argent et continuer ta passion. Tu vas pas couper ta passion. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu veux chercher d'autres sources de revenus et que tu l'as pas dans ton activité et que tu travailles 12 heures par jour, cherche d'autres choses qui sont pas dans ta passion et continue ta passion. Mais voilà. Les gars, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que je vais arriver à un autre sujet que je voulais apporter. C'était, tout à l'heure, tu en as parlé un petit peu. Il y a les mecs, je sais pas ce qui leur prend. Et de plus en plus, avec les réseaux sociaux, c'est une tendance que je vois continuer à grossir, mais que j'ai pas envie de voir continuer à grossir. C'est tout ce qui est potinage. Et je le vois bien dès que je fais des vidéos qui sont un peu plus sanguines que d'autres, ou dès qu'on va parler de d'autres influenceurs crypto qui font ou qui font pas, justement, les bonnes choses. Là, les mecs, ils sont attirés de fou. On dirait des femmes autour d'un feu en train de pinailler sur la dernière robe d'une femme au courant et d'une femme célèbre. Donc là, les hommes, de plus en plus, ils font du potinage, ils font du pinaillage sur des questions qui sont, mais on n'en a rien à foutre de tout ce qui est le mec, il a fait ci, ou l'autre, il a parlé de l'autre sur les anges de la télé-réalité, ou l'autre, il a dit ça, alors que l'autre, il avait dit ça. Et je trouve que ces trucs-là, c'est une des pires façons de dépenser son temps. Et en plus, je dirais même, ça te fait baisser ta testostérone parce que ça, c'est pas une activité comme il faut, quoi. Les trucs de potinage ou les trucs, il y a machin qui a dit ça sur machin, ça, je peux pas supporter. C'est interdit même dans toutes les religions, je crois. Dans toutes les religions, c'est interdit le fait de parler mal
comme ça des autres, etc. Après, c'est l'esprit humain. Qu'est-ce que tu veux? Les gens aiment le clash, aiment le sang, aiment les arènes, aiment entendre ce qui s'est passé, les ragots. Ça crée de la dynamique et puis surtout, voilà, ça crée du divertissement. Ouais. Surtout dans une époque voilà, où il y a des boobas qui font des clashs, des trucs comme ça. Les gens, ça les divertit. Mais ça Donc fonctionne voilà. bien, mais j'aime pas ça. Par contre, passer son temps à regarder ça, ou c'est surtout, moi j'ai plus Snap, mais j'ai l'impression que Snap c'est que ça. Alors je me trompe peut-être, hein. J'ai l'impression que Snap c'est que ça. Un tel a dit ça. Enfin, moi je regarde un peu Twitter, je vois les trucs Snap, je comprends rien. Je me dis, mais les mecs, ils sont en train de défendre quelqu'un qui parle de ses gosses ou je sais pas quoi. Je dis, mais ils vivent dans quel monde? En fait, ils vivent la vie des autres. Ouais, c'est ça. Ils vivent la vie des autres, tu vois. Mais Ouais. pourquoi? Parce que c'est comme le foot, désolé, ou comme n'importe quel sport. Ceux qui sont les plus fans de ça, c'est parce que ils reçoivent du match de foot, du match de rugby, ce qu'ils ne vivent plus dans leur propre vie. La compétition, l'émotion qu'ils ont pu en ne pas baisant leur femme, excusez-moi, ils l'ont dans le match de foot. Ouais. Le copinage ou la vie remplie ou les gens qui se draguent entre eux, ils l'ont plus parce qu'ils sont mariés depuis 20 ans, ils s'emmerdent dans leur couple, et ils sont plus dans la période où ils draguent. Donc ils regardent la télé-réalité. Cette énergie qu'ils n'arrivent plus à vivre dans leur vie, ils vont la transposer en la regardant dans la vie des autres. Ouais. Ça, c'est quelque chose d'humain, mais moi, par exemple, j'ai jamais été à un concert de ma vie. Jamais été dans un truc où... Où t'es juste là à regarder ce qui se passe, Jamais. des potinages, des trucs comme Jamais. ça. Ça, j'arrive pas à J'avais supporter. essayé, mais les dieux ont fait que je n'ai pas été. Mais voilà, je pense que les gens qui sont tout le temps là-dedans, ça cause un problème. Après, être diverti par ça, moi perso, je suis le premier à cliquer quand il y a un gros clash de deux rappeurs ou une histoire de ouf entre un humoriste et un autre. Un UFC, un guerrier. Voilà, une ou voilà UFC. le trash talk, c'est un peu drôle, tu vois, mais passer sa journée ou sa semaine à regarder que ça, il y a un souci, quoi. C'est que ta vie n'est pas assez remplie, tout simplement. Toi, c'est ton alter ego Dark Pump qui parle là. Mais moi, j'aime le clash. Moi, le conflit, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont peur du conflit. D'ailleurs, ça fait partie des profils psychologiques. Il y a un des profils qui déteste le conflit. Et on vit dans une société où c'est beaucoup plus aseptisé, on peut plus rien dire, etc. Moi, le conflit, pour moi, est sain. Si on vivait, excusez-moi, hein, mais dans une société où parfois on pourrait mettre une patate à quelqu'un, il y aurait beaucoup plus de patrons respectueux, beaucoup plus de collègues sympas, beaucoup plus de gens à l'école qui vous feraient moins chier, etc. Et pourtant, ça ferait beaucoup moins mal qu'un mot, hein, juste une droite. Je dis pas qu'il faut aller dans la violence, mais ce que je veux vous dire, c'est que le conflit, physique ou non, ou parfois, est parfois nécessaire pour résoudre des problèmes. Si on se met jamais en conflit, excusez-moi, mais j'ai pas connu de ça, donc c'est qu'on cache des choses. Il y a besoin des fois de dire... Ça me va pas, de se mettre un peu en émotion, etc. Et moi, les gens trop aseptisés, qui n'ont pas d'émotion, alors c'est très personnel, je me dis, il y a un souci. Il y a un souci qui me cache. Et donc, je cherche à le comprendre. Et si je le comprends pas, je me dis, oula, il y a un grave problème. Donc, je préfère quelqu'un qui me rentre dedans, ou qui me rentre dedans après, ou qui me dit les choses même directement. Il y a un problème, ça, écoute, c'est un peu chaud. Voilà. Que quelqu'un qui va jamais dans le conflit. Donc c'est pour ça. Une bonne baffe dans la gueule, ça a jamais tué personne. Hein. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir terminer le podcast sur ça encore une fois. Les gars, merci beaucoup d'être passés. Ça fait déjà 1h15 qu'on est en plein live. Et je vous dis, retrouvez ça sur YouTube. Si vous êtes en train de regarder sur YouTube, va voir les autres épisodes du podcast. On fera d'autres podcasts en live comme ça. Va voir sur Twitch, va voir sur le groupe privé, va voir sur Insta, Ulysse.tif. Et je te dis bisous, à la prochaine, poto. À plus. À plus tard. Ciao.